Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Self-help guru Keith Raniere has been convicted of running a sex cult where women were kept as virtual prisoners to service him. But prosecutors say the group was more like a cult that had a secret society of sex slaves. Raniere was revered by the group as the smartest man in the world. Keith Raniere's crime spree has ended, and his victims will finally see justice. des histoires étranges de l'ère numérique. En octobre 2017, le New York Times dévoile au grand jour une organisation secrète où des femmes subiraient plusieurs sévices corporels et seraient traitées en esclaves sexuels. Grâce aux témoignages de plusieurs anciennes membres, le FBI ouvre une enquête sur cette organisation nommée NXIVM et son dirigeant Keith Raniere. Par contre, celui-ci est introuvable depuis l'apparition de l'article du New York Times et est activement recherché par les autorités américaines. Mais où se cache-t-il? Suivez-nous dans cette histoire complètement tordue où plusieurs célébrités dont on ne se douterait jamais sont impliquées. Bonsoir Émile Gauthier, comment vas-tu? Ça va très bien, Sébastien Lévesque, et toi? Oh oui! Oh oui, ce soir, un sujet dont on n'a pas traité souvent, Non. les sectes Exact. à l'ère numérique, avec rien de moins que le célèbre NXIVM, qui est une secte fondée par un homme très intelligent, un certain Keith Raniere. Et je sais pas toi, mais moi j'ai toujours eu une fascination pour les gourous. Oui. Tu sais, comment ils font pour un peu ensorceler les gens, là, puis avoir plein de disciples autour d'eux. Oui, des adeptes et des followers. Moi aussi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Puis vous allez voir, Keith Raniere, c'est un personnage très particulier qui a une intelligence supérieure à la moyenne et qui a développé au cours de sa vie énormément d'aptitudes, autant au niveau mathématique que social, mais aussi au niveau de la conscience humaine. Donc, un peu tous des outils pour manipuler un peu ses adeptes. Oui, mais on le sait, hein, à Distorsion, beaucoup d'intelligence, ça veut pas dire que tu as du bon jugement. Oh non. Donc, il a utilisé son intelligence d'une drôle de manière et a fait plusieurs victimes. Et c'est une histoire qui a quand même des ramifications canadiennes aussi. Oui, il y a une bonne partie de l'histoire, il y a une certaine partie de l'histoire qui s'est déroulée au Canada ou avec des Canadiens, Canadiennes aussi, et des gens quand même qui ont une grosse influence sur la société. Vous allez voir, cette histoire-là, toute l'histoire est fascinante, mais plus on avance dans l'histoire, plus il y a des gens connus qu'on se rend compte qui étaient impliqués dans cette secte-là, et ça nous bouleverse un peu d'une certaine manière à voir ce que l'argent peut mener d'une certaine manière. Oui, on en a déjà parlé avec Epstein, entre autres, parce qu'il y a un peu... on va toucher aussi ce soir au monde du trafic sexuel aussi, puis un peu de l'esclavagisme. Il n'y a pas que des belles histoires autour du NXIVM, même que ça tourne plutôt vers le drame. Mais on vous en dit pas plus, vous allez voir, ça va être assez passionnant. Pour nous accompagner ce soir dans cette histoire-là, on boit la New England IPA de la brasserie Grande Allée, shout-out à Boisbriand, qui est une douce New England à 5,8% d'alcool, bien tropicale, bien juteuse et houblonnée. Moi, c'est une très bonne découverte cette année. Là. C'est parfait là, pour se changer les idées d'un hiver bien froid. Oui, parce qu'il fait froid cet hiver. Cette bière-là nous est offerte par Marianne. Eh bien, merci à toi, Marianne, de cette magnifique bière. Et faites comme elle, si vous voulez nous offrir une tournée de bière et encourager le show, vous avez juste à vous rendre au distorsionpodcast.com. Il y a l'onglet tournée de bière et vous pouvez faire un don. Et grâce à ça, nous, ça remplit notre fridge. Oh oui, toujours bon dans le bedon. Oh oui. On a aussi un shout-out pour une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient, une review de couple en fait qu'on a aujourd'hui, qui nous vient de Ben et Élise du Canada. Et ils nous disent « On vous écoute, mon conjoint et moi, chaque fois qu'on fait de la route. Au départ, on vous écoutait pour passer le temps pendant les longs trajets. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a atteint le stade de faire un voyage pour avoir le prétexte d'écouter des distorsions. » Oh yes! Oh yes. Achetez-vous une voiture électrique dans ce cas-là. Oh oui, ou ben des Air Miles.
On a aussi plusieurs shout-outs Patreon à faire aujourd'hui. Merci à vous qui encouragez le show. Vous êtes comme des actionnaires de Distorsion d'une certaine façon. Et grâce à vous, en fait, nous, de notre côté, on peut améliorer le show, on peut travailler avec d'autres collaborateurs, tout ça, et faire plus de contenu. On vous rappelle qu'on a 2 forfaits Patreon, un à $2, le Distordu, qui en gros donne accès à un serveur Discord, des rabais sur la boutique, mais surtout à nos épisodes en avance, donc avant tout le monde. Mais il y a aussi le forfait à $7 qui est le forfait Oui Monsieur, qui celui-là encore plus, évidemment, il donne accès à tout ce que l'autre forfait offre, mais en plus de ça, il y a de l'exclusivité, donc des after-shows, parfois des segments qu'on va enregistrer avec des invités qu'on va garder exclusifs pour les abonnés Oui Monsieur. Mais dans tous les cas, merci à tout le monde, on vous aime profondément. Seb, je te laisse commencer. Merci à toi, Patrick L, pour ton soutien. On envoie aussi beaucoup d'amour à Audrey R. Toi, Cyril B, reconnais-toi, on t'aime. Kat B, un gros shout-out à toi. Charlou T, I love you. Aussi plein d'amour du côté de Michel L. Merci aussi à Alison B. Un gros shout-out et beaucoup d'amour à Annick VC. Et à toi, Anthony P. Je sais que tu te reconnais, on te connaît bien, nous. On t'aime, merci de ton soutien. Et aussi un énorme shout-out au mystérieux Alex. Émile, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans ce nouvel épisode? Oui, mais juste avant, on doit dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours en ce moment pour le certificat en enquête et renseignement, mais comme pour les 30 autres programmes offerts. Mais ce certificat-là, il est pas mal cool. Absolument, mon cher Émile. Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits qui s'adresse à toute personne qui est passionnée d'enquête et qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du certificat, vous allez être en mesure de mener une enquête de A à Z. Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple criminologie, ou encore pour réorienter votre carrière. Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, 2 podcasteurs comme toi et moi qui s'intéressent aux enquêtes? Oh que oui, mon gars, même que j'y pense à tous les jours. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un Distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la FEP, qui est la Faculté d'éducation permanente, et vous avez juste à vous rendre au fep.umontréal.ca. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le mystérieux monde du Nexium? Oui, monsieur. Allons-y. Yeah. Nous sommes le 17 octobre 2017. Le populaire média américain The New York Times publie une enquête et dévoile au grand public l'existence de pratiques douteuses à l'intérieur d'une entreprise de développement personnel et d'entraide. Cette organisation, qui existe depuis 1998, est basée à Albany, dans l'État de New York, aux États-Unis. Elle s'écrit avec les chiffres romains NXIVM et se prononce Nexium. Elle possède également des chapitres ou des divisions, si vous voulez, à travers les États-Unis, mais aussi le Canada et le Mexique. Parmi ses membres, il y a l'actrice canadienne de Vancouver, Sarah Edmondson, qui a entre autres étudié en théâtre à l'Université Concordia à Montréal. Elle a aussi joué dans la série Stargate ou Fringe, par exemple. Mais je dois vous avouer que moi, je ne la connaissais pas comme actrice. Oui, non, moi non plus. Avant de travailler sur ce cas-là. Après avoir été recrutée dans l'organisation en 2005 par le cinéaste Marc Vigente, que je ne connaissais pas non plus, on va y revenir sur lui, elle a assisté à un premier workshop sur le développement personnel et suite à ça, elle a décidé de s'impliquer encore plus dans l'organisation. Au fil des années, elle a recruté des centaines de nouveaux membres pour ensuite monter les échelons. Autour de 2015, elle s'est même fait offrir d'ouvrir et de diriger un centre Nexium à Vancouver, la ville où elle habite, et ainsi, ça permettait à Nexium d'avoir une première présence en sol canadien. En janvier 2017, Lauren Salzman, qui est la fille de Nancy Salzman, qui est la présidente et la cofondatrice de Nexium, se rend à Vancouver pour donner quelques workshops à la division canadienne. Sarah était très excitée de sa présence pour la première fois au centre qu'elle dirige. C'est normal, Lauren est hautement placée dans l'organisation
et elle s'était liée d'amitié avec elle il y a plusieurs années. Les deux femmes sont du même âge et sont devenues très proches rapidement. Lauren, au fil du temps, est devenue la mentor et la confidente de Sarah. Elle était assez proche, dites-vous, pour que Lauren soit sa dame d'honneur au mariage de Sarah. Quand tu choisis quelqu'un comme ça, c'est une bonne amie. Donc, cette organisation-là, au départ, il faisait des genres de séminaires sur le bien-être sur le développement personnel, oui, l'empowerment des gens, en fait, pour leur donner plus d'autonomie dans la vie et on va y revenir, là, mais de confronter ses peurs et ses émotions, en fait, surtout ses émotions, être capable de les gérer, puis devenir un peu, de ce que je comprends, là, sans émotion, d'une certaine manière. OK. Lors de sa visite en ville, Lauren est très impatiente de discuter de quelque chose d'extraordinaire avec Sarah. Par contre, elle lui dit que c'est quelque chose de top secret et que pour y dévoiler, elle doit, en échange, écrire une lettre compromettante sur des événements de son passé en guise de gage pour ne pas qu'elle parle. C'est assez bizarre, là. C'est vraiment une lettre où ce que tu dois écrire des choses que tu ne voudrais pas que le grand public sache. Vraiment comme une monnaie d'échange, vraiment pour t'assurer, c'est une garantie. Il l'appelait vraiment comme ça, là, il appelait ça la garantie, pas que tu révèles les informations. Puis j'y arrive. Tout va bien jusqu'ici. Étrangement, sans trop se poser de questions et en faisant confiance à son ami, Sarah écrit la lettre d'indiscrétion et l'envoie par courriel. Lauren lui explique qu'à l'intérieur de l'organisation, mais suite à la réception de la lettre, elle lui explique qu'à l'intérieur de l'organisation, il y a une division secrète uniquement pour les femmes et dont le but est de les rendre encore plus fortes. Comme je vous disais, là, les empowered. J'avais de la misère à trouver le bon mot en français pour empowered. Ouais. Je trouve que le mot anglais, il dit tout. Là, c'est comme la surpuissance. Et que les membres à l'intérieur de cette division-là sont assez puissants pour changer le cours d'une élection, par exemple. C'est vraiment une société secrète puissante. Et pour arriver à rendre les femmes plus fortes, elles doivent suivre un entraînement particulièrement conçu pour soigner une faiblesse que toutes les femmes ont, selon elles, je cite, soit d'être trop émotives. Et pour casser cette faiblesse, elles doivent obéir à toutes les demandes du chef sous peine de représailles et de punition, comme par exemple devoir payer une amende, jeûner, ou même être frappé ou être fouetté. C'est assez intense. Là. Puis ça, c'est dans le groupe élite. Là. Oui, c'est dans le groupe élite. À l'intérieur de ce groupe-là, il y a des sous-groupes de 7 personnes qui sont composés de 1 maître et de 6 esclaves qui sont redevables au maître. Durant l'entraînement, par exemple, chaque matin et chaque soir, l'esclave doit texter son maître pour lui souhaiter bon matin ou bonne nuit. Et si un texto entre du maître, ils ont 60 secondes maximum pour y répondre. Pour y répondre, sinon, sont passibles d'une punition. C'est assez, faut que tu sois à côté de ton téléphone. Hein. La plupart du temps, le maître textait juste seulement un point d'interrogation pour tester son esclave. Lauren lui dit que lors de l'initiation, qui est obligatoire, chaque membre reçoit un tatouage secret en guise d'identification et de sentiment d'appartenance. Okay. Oui, déjà là, c'est quand même assez louche. Oui, on part d'une organisation qui fait du développement personnel et puis là, on est rendu dans des histoires de maîtres et d'esclaves. Ben oui, c'est ça. Mais supposément pour t'aider à devenir une personne plus forte. Mm-hmm. Sarah a l'impression que c'est puis je la cite, un badass bitch bootcamp. Et je trouvais ça drôle, j'aimais mieux le laisser en anglais. Et elle, qui a suivi une tonne d'ateliers là, chez Nexium, elle voit plus ça comme un jeu et accepte l'offre. Mars 2017 arrive et Lauren l'invite officiellement pour son initiation chez elle à Clifton Park, dans l'État de New York, qui est une ville qui est située à environ 32 km au nord d'Albany, où est située, je vous rappelle, la maison mère de Nexium. Sarah arrive tout excitée chez Lauren et elle remarque que d'autres femmes qui sont âgées entre 30 et 40 ans sont aussi présentes. Vous allez voir, tout ce qui suit est presque digne d'un épisode de la série d'American Horror Story. La cérémonie d'initiation qui est dirigée par Lauren commence. Elle demande à chaque femme présente de se déshabiller. Une après l'autre, elles doivent s'allonger sur une table de massage les yeux bandés. Une fois allongées, il y a 3 autres femmes qui lui retiennent les jambes et les épaules pour ne pas qu'elle bouge durant le marquage. Et là, c'est pas un tatouage, c'est vraiment un marquage, là, du branding. Là. Oui. C'est-à-dire une cicatrice. Là. Une fois bien installée, Lauren leur demande de dire « Maître, s'il vous plaît, marquez-moi, ce serait un honneur. » Et pour procéder au marquage, une femme médecin présente sur place
utilise un dispositif de cautérisation pour brûler ou cicatriser un symbole carré de 2 pouces sous la hanche de chaque femme. C'est une procédure qui dure de 20 à 30 minutes. Et ça doit être assez douloureux. Là. Ah oui, c'est intense. Comme on faisait à une certaine époque au bétail. Ben oui, aux animaux, là. Puis je me demande si on le fait pas encore. Je sais que c'est moins éthique, là, mais Je suis même pas sûr qu'on le fait encore. Oui, non, exact. J'ai eu la même réflexion. Pendant des heures, des cris étouffés de douleur et d'odeur de tissu de la peau brûlant remplissent la pièce. Sarah mentionne que de son côté, lorsque c'est arrivé, elle pleurait continuellement et qu'elle s'était dissociée de son corps pour arriver à supporter la douleur. C'est selon elle le plus douloureux encore qu'un accouchement. Et là, on peut presque la croire. Là. Oui, on la croit. Puis là, on peut le voir parce qu'il y a des photos qui existent là-dessus sur le web. C'est une espèce de marque de genre de 3 lignes un peu qui s'entrecroisent ou un genre de X, mais comment tu décrirais ça? Oui, c'est un peu particulier. Puis même la photo qu'on voit, puis on va la mettre sur le site web, c'est le tatouage de Sarah. Là. C'est son tatouage. Et c'est comme t'as une première ligne, disons, en diagonale, puis t'as une autre grande ligne à la verticale, puis une autre petite ligne. En fait, supposément, quand on l'analyse, au fil du temps, ça ressemble aux initiales de Kate Raniere, d'un K et d'un R. Oh, OK. Mais tout ça, on dirait que tout ça n'a pas été fondé en tant que tel, mais on y reviendra, là, mais ça ressemble un peu à ça. Là. C'est une symbolique qui a été inventée pour le contexte. Mais imaginez, là, les gens, ils se font dire qu'ils vont avoir un petit tatouage, puis ils arrivent dans cette situation-là, sont nus devant d'autres personnes. Ben déjà, ils se disent qu'ils rejoignent une organisation qui est pour le développement personnel, puis ils se retrouvent dans une genre de cérémonie qui est digne d'un film d'horreur, là, d'une société secrète. Là. Oui, exact, parce que... Puis on est dans les années récentes. Là, oui, c'est 2017, là, oui, ça s'est exact, passé. On n'est pas en 1930. Là. Non, fait que c'est... Puis ces gens-là, tous les gens qui sont recrutés, c'est des gens qui connaissent déjà Nexium, qui ont déjà participé à plein d'ateliers réguliers sur le développement personnel, donc ça doit faire un choc quand même. Ben oui. On va revenir tranquillement, on va se diriger tranquillement vers qui est Kate Raniere et puis on va revenir un petit peu sur ce qu'est le Nexium. La mission première de Nexium est d'offrir des ateliers qui, selon leur dire, sont conçus pour favoriser un grand épanouissement personnel, si on peut dire, en éliminant les barrières psychologiques et émotionnelles. La plupart des participants suivent seulement les ateliers de leur programme intitulé Executive Success Programs, qui donnent des outils à ces participants pour reprendre leur vie en main. Puis ces ateliers-là sont disponibles autant pour les hommes que pour les femmes. Depuis la fin des années 1990, environ 16 000 personnes se sont inscrites aux différents cours qui coûtent plusieurs milliers de dollars à chaque fois même. Oui, même 25 000 dollars par jour. C'est pas pour n'importe qui. La plupart des participants ne vont pas plus loin que de suivre les cours offerts, entre autres par le charismatique fondateur Kate Raniere. Et là, on va en parler un peu, qui lui est âgé de 57 ans au moment des faits. Par contre, d'autres participants, comme Sarah, sont devenus plus profondément attirés, ou je dirais même aspirés par Nexium, allant même jusqu'à abandonner leur carrière, leurs amis et leur famille pour devenir des adeptes du mode de vie proposé par Keith et Nancy, la mère de Lauren, et ainsi grandir à l'intérieur de cette organisation-là, qui est pas sans rappeler une forme de pyramide. Oui, c'est très pyramidal. Puis vous allez voir, Raniere a un historique de création et même de travail dans des structures pyramidales qui ont dû l'influencer. Et on y arrive. C'est parmi ces adeptes qu'au fil du temps, certaines femmes qui correspondent aux critères de beauté de Kate Raniere sont sélectionnées et recrutées pour faire partie de la société secrète, qui se nomme DOS à l'époque. Mais pourquoi DOS? C'est un acronyme d'une phrase en latin qui signifie « Seigneur, maître des femmes obéissantes ». Parce que l'organisation s'appelait comme ça avant, c'est ça? Oui, en fait, tu as Nexium, puis Nexium existe depuis 1998, puis la société secrète qui est cachée existe, elle, depuis 2015, mais ça, on l'a su à la cour, en fait. C'est seulement durant le procès qu'ils ont pu nommer un nom à cette entité-là, parce qu'au départ, quand il y a eu commencé à avoir de la pression, tout ça, ce nom-là, les autorités ne le connaissaient pas, là. Une fois embarqué dans l'organisation secrète, ce qui se passe ressemble plus à de l'esclavagisme qu'à une thérapie pour devenir plus forte.
Raniere manipule ses adeptes à avoir des relations sexuelles avec elles et les oblige à suivre un régime alimentaire de quasi-famine pour atteindre le type de physique qu'il trouve attrayant. Fou, ça. Et ça ressemble à quoi son type de physique? Ben, en plus des quelques victimes que j'ai vues, je veux dire, c'est toutes des belles femmes, minces, mais tu sais, je suis pas capable de dire exactement ce qu'ils aimaient le plus ou non parce qu'ils sont variés dans le type de personnes qu'elles sont. Mais j'imagine, s'ils voulaient les faire maigrir, c'est qu'ils doivent aimer. Ils les aiment extrêmement minces. Oui, c'est ça. Les femmes se font souvent même fouetter et sont souvent forcées à la soumission. Certaines ont même été enfermées dans des cages. Ça m'a traumatisé. Imagine, tu sais, ça aussi, je trouve que ça, on dirait un film ou une série comme Victor Lessard, là, où on enferme des gens dans des cages. Là. On revient rapidement à Sarah. Suite à son initiation douloureuse et à quelques jours de workshop, entre guillemets, là, sur place, Sarah trouve tout ça un peu malsain et en parle à son mari qui est Anthony Ames à son retour à sa maison de Vancouver. Après quelques semaines de réflexion et après avoir confronté les dirigeants, Keith, Nancy et Lauren, elle décide de quitter l'organisation officiellement en mai 2017 malgré la menace de divulguer sa fameuse lettre compromettante. Oui. Sachez aussi que les femmes admises devaient aussi souvent envoyer des photos nues d'elles-mêmes et que tous ces documents compromettants étaient stockés bien précieusement dans un fichier Dropbox ou encore Google Drive de l'organisation. Ouais, c'est fou, hein, ça, ils catégorisaient, ils classifiaient ça, puis même avant chaque séance d'initiation, mais même avant chaque journée quasiment, là, souvent les femmes, dès qu'elles étaient nues, ils les prenaient en photo, puis ils conservaient plein d'images pour faire du chantage, en fait, vraiment, des images compromettantes. En juillet 2017, elle porte plainte officiellement aux autorités, et elle n'est pas la seule. Malgré la menace de divulguer des images compromettantes de membres si ceux-ci parlent, le bruit court de plus en plus à propos de NXIVM et que plusieurs pratiques inquiétantes s'y dérouleraient. De plus en plus de membres quittent le groupe et portent plainte à différents niveaux. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on connaît sur la vie de Keith Raniere? Keith Allen Raniere, maintenant âgé de 59 ans, est celui que l'on nommait à travers l'organisation Vanguard. En fait, tous les membres, même pas juste ceux de la secte DOS, là, tous les membres devaient l'appeler comme ça. Vanguard, ça veut dire en tête ou leader d'un mouvement. Dans son enfance, c'est un enfant surdoué. Il parlait déjà avec des phrases complètes à l'âge de 1 an et lisait à 2 ans. Il a même été champion de judo et pianiste, un pianiste très doué au début de son adolescence. Dites-vous, là, le piano, là, il l'a appris à l'âge de 12 ans et de ce que je lisais, là, il donnait déjà des concerts. Il a appris ça d'une manière assez phénoménale pour lui. Là. Il a catché vite, comme on dit. On en apprend aussi un peu plus sur lui grâce à la Wayback Machine, car on a été en mesure d'aller voir le contenu du site executivesuccessprograms.com. Je ne sais pas vous souvenez, mais c'est le nom du programme que NXIVM donne, et actuellement le site n'est plus en ligne, bien sûr. Puis même, je fais une petite parenthèse, là, quand je suis retombé dessus, ils ont mis un message avertissant les membres que pour une raison hors de leur contrôle, ils allaient fermer l'entreprise et ne plus offrir de séminaires, et que peut-être un jour, ça allait revenir. OK. Selon le site, il se donne plusieurs titres, notre cher Keith. Il se dit scientifique, mathématicien, philosophe, entrepreneur, éducateur, inventeur et auteur. Mais le plus contrastant, disons, d'entre eux est peut-être celui d'humanitaire. Il mentionne avoir consacré sa vie à l'étude de la psychodynamique humaine et au développement de nouveaux outils pour l'empowerment, là, comme que je vous disais, l'expression et l'éthique humaine. C'est beaucoup de mots pour pas dire grand-chose d'une certaine manière, mais c'est comme ça qu'il se définissait. Par contre, il est aussi considéré comme l'un des 3 meilleurs au monde pour résoudre des problèmes mathématiques. Il a été honoré en 1989 par le livre des records Guinness dans la catégorie du QI le plus élevé. Il a une capacité de résolution de problèmes qui est estimée à 1 humain sur 425 millions d'humains par rapport à la population en général. Ça m'a surpris, puis j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu arriver à cette fraction-là. Oui, c'est ça, exact. Il a des brevets en instance dans les domaines du potentiel humain, ça je me demande comment ça peut être possible, et de l'éthique, de l'expression, de la formation vocale et musicale, de la performance sportive, du commerce, de l'éducation et de l'apprentissage, du traitement de l'information, de la modélisation humaine aussi. OK, il y a des brevets dans tous ces domaines-là. Oui, mais en fait, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Il étudie en informatique, il étudie en physique, il a enseigné les mathématiques. Ça, très rapidement, ça a l'air que même au secondaire, il enseignait déjà les maths universitaires. C'était vraiment un génie des mathématiques.
Il détient également plusieurs brevets technologiques sur des inventions informatiques et sur un système de guidage du sommeil. On n'en sait pas plus. Durant les années 80, c'est là on va comprendre un peu ses origines. Durant les années 80, il a été impliqué dans l'organisation de marketing à paliers multiples Amway. Je ne sais pas si vous connaissez, la plupart en tout cas en Amérique du Nord, Amway était très présent là, pour vendre toutes sortes de produits, puis la personne en dessous de toi aussi, vous vendez des produits un peu comme les produits Tupperware, là, si on veut. Raniere était fasciné par Amway et aussi par la scientologie, qui est une autre secte un peu dans le même genre, là, et la programmation neurolinguistique, qui est justement à la base de l'Église de Scientologie. Il a même également travaillé comme programmeur informatique pour la division des libérations conditionnelles de l'État de New York. C'est quelqu'un qui a eu, en très peu de temps, qui a accompli beaucoup de choses, du moins qui a beaucoup d'intérêts différents. Oui, c'est un gars productif. En 90, il fonde sa propre société de marketing à plusieurs niveaux, le Consumer Byline Inc., CBI. Par contre, CBI a fermé ses portes en 1993 après avoir fait l'objet d'une enquête par 20 États américains. Cette année-là, New York a déposé une plainte alléguant que l'organisation était un système pyramidal. Suite à la fermeture de CBI et malgré une poursuite pour vente pyramidale en 1994, il fonde une autre entreprise du même genre qui s'appelle National Health Network, qui elle aussi c'est un système de vente pyramidal, mais pour des vitamines. En 1996, Raniere a signé un consentement lui interdisant définitivement de promouvoir ou d'offrir ou même de participer à un système pyramidal là, à cause de toutes ces accusations-là. Il a terminé avec une amende de 40 000 $. En 1998, il crée enfin Nexium avec Nancy Salzman, qui est une infirmière et qui crée Nexium, qui est une entreprise, comme on vous disait, qui offre des ateliers de développement personnel. En 2003, un petit peu plus tard, il fonde une autre entreprise qui s'appelle Nexium Corporation, qui est une société pionnière pour diverses autres activités impliquant la création d'espaces de construction communautaire abritant des installations sportives, des spas, de santé et de bien-être. Il est aussi le fondateur de G-Ness. Puis ça, on va y revenir un peu tout à l'heure. N-E-S-S. Et cette organisation-là, c'est pour promouvoir l'avancement et encore l'empowerment des femmes à travers le monde. C'est un peu G-Ness, là. C'est un peu l'ancêtre de DOS, d'une certaine manière, mais c'est la couche grand public. Ça fait un peu le tour de son parcours professionnel qui est quand même assez atypique. Puis on revient à notre histoire. Vous allez remarquer qu'il y a une insouciance là, des autorités face aux nombreuses plaintes de l'organisation parce que Raniere, il y a eu, dans le passé, comme on peut le voir, il y a toujours eu des problèmes avec ces entreprises pyramidales. Il était quand même sous l'œil des autorités, mais vous allez voir, ça a pris du temps avant qu'ils agissent malgré les plaintes de plusieurs mois. En mai 2017, suite au départ de son amie Sarah Edmonston, Mark Vicente, le cinéaste et celui qui l'avait recruté, dénonce l'organisation au FBI. En plus de Sarah, il avait remarqué depuis quelque temps que plusieurs de ses amis qui étaient membres de Nexium, dont l'actrice Allison Mack, qui joue dans Smallville, devenaient de plus en plus maigres et ne semblaient pas en santé du tout. Après l'avoir interrogé et suite à des discussions avec d'autres membres, il apprend qu'il y aurait une branche secrète à l'intérieur de l'organisation composée uniquement de femmes et qui servirait tous les désirs sexuels ou autres du fondateur Keith Raniere, dont Mark était très proche, mais qui ne se doutait aucunement que quelque chose du genre se déroulait sous le radar. Oui, parce que lui, ça fait une dizaine d'années qu'il est dans l'organisation, en fait. Parce que Nexium, c'est ça qu'il ne faut pas se mélanger, c'est que l'organisation de développement personnel, c'est Keith et d'autres personnes qui donnent les ateliers, puis oui, ça a des allures, selon certaines personnes, quand même de secte, mais ça reste légal et legit. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis compris, aidés. Même Mark, lui, il a guéri son syndrome de la Tourette.
selon ses dires, grâce aux ateliers. Fait qu'il est toujours resté proche de l'organisation et il a toujours aidé à recruter des membres aussi. Là. C'est vraiment dans cette sous-division-là de NXIVM qu'il va y avoir des abus. Là. Oui, exact. Puis lui, il s'en est rendu compte, c'est ça, c'est que il côtoyait, veut pas, son univers aussi faisait partie de ça. Puis Allison et tout ça, c'est des gens que lui a recrutés. Il commençait Sarah, c'était son ami aussi, il commençait à remarquer que ça allait pas, là, c'est ces gens-là. Mais même avant que Mark porte plainte au FBI, plusieurs membres ont porté plainte aux autorités de l'État de New York et ont demandé d'ouvrir une enquête sur les pratiques du groupe. Mais ceux-ci ont refusé d'ouvrir une enquête. Par contre, en juillet 2017, 2 mois après la plainte au FBI, Sarah Edmondson trouve une autre tactique et dépose une plainte formelle auprès du département de la santé de l'État de New York contre Danielle Roberts, qui est ostéopathe licenciée et adepte de Keith Raniere, elle aussi, qui, elle, a effectué le fameux marquage. Oui, c'est ça. C'est elle, entre autres, qui a marqué Sarah. Encore une fois, les autorités ont déclaré qu'ils ne se pencheraient pas sur le cas du Dr. Roberts parce qu'elle n'agissait pas en tant que médecin de Sarah Edmondson lorsque le marquage aurait eu lieu. C'est assez hallucinant. Franchement, tu parles d'une... Tu sais, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais de juste dire non, on fait rien, puis OK, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, au pire, changer de département, essayer de l'aiguiller. Ouais. Qui qu'elle pourrait aller voir pour faire débloquer ça? Ça, je le comprends pas. Par ailleurs, un enquêteur de la police de l'État de New York a déclaré qu'il ne poursuivrait pas leur plainte criminelle contre NXIVM parce que les gestes et actions des femmes avaient été consensuels. Mais ça, c'est pas faux. C'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile à prouver quand même. Les autorités de la réglementation médicale de l'État de New York ont également refusé de donner suite à une plainte déposée contre un autre médecin affilié à NXIVM, un certain Brandon Porter. Le docteur Porter, dans le cadre d'une expérience, a montré aux femmes des clips vidéo violents tandis qu'une machine à ondes cérébrales et une caméra vidéo enregistraient leurs réactions. Selon 2 femmes qui ont participé, c'était weird. C'est fou, là. C'est une autre expérience humaine. Oui. Les femmes ont déclaré ne pas avoir été averties que certaines séquences vidéo étaient très violentes, y compris des images de 4 femmes assassinées et démembrées. Tu sais... C'était un festival de snuff movie. Ben oui. En septembre 2017, les autorités de l'État de New York ont conclu que les allégations contre le Dr. Porter ne correspondaient pas à la définition de l'agence de faute médicale. Ouais, c'est encore une fois, ça rentre pas dans leur balise rigide, donc on porte pas d'accusation. Ça se perd un peu dans les méandres de l'administration judiciaire. Ouais, c'est très, c'est là que tu vois les rouages des fonctionnaires, d'une certaine manière. Toutes ces plaintes qui ne mènent pas à grand-chose pour le moment font tout de même en sorte de créer beaucoup d'attention sur l'entreprise et beaucoup de mouvance à l'intérieur du groupe. Les anciens membres qui portent plainte sont perçus un peu comme des traîtres par les membres encore actifs dans l'organisation. Il n'est pas clair combien de femmes ont été marquées ou que tous les responsables de NXIVM connaissaient la société secrète DOS à l'intérieur. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de dirigeants, puis de ce qu'on comprend, c'était vraiment une vraie société secrète, là, parce que dites-vous que même Sarah, qui était là depuis 12 ans, elle a été demandée d'embarquer là-dedans que quelques mois avant qu'elle les dénonce. Donc, il s'est passé presque 12 ans avant qu'elle-même, qui était une haute dirigeante, là, elle avait son centre elle-même à Vancouver, soit avisée de ça. Fait qu'il avait quand même réussi à garder l'étau serré, là, étanche en fait, par rapport à cette organisation secrète-là. Sarah, étant découragée de ne pas être entendue par les autorités, décide d'aller raconter toute son histoire au New York Times et de tout leur dire. Comme on vous le disait en introduction, donc en octobre 2017, le New York Times dévoile au grand jour l'existence de cette secte et l'article met enfin de la pression sur Keith Raniere qui est soudainement introuvable depuis l'apparition. Mais où se trouve-t-il? Avant d'aller plus loin, explique-nous, Seb, qu'est-ce qui fait que l'on considère une organisation là, comme une secte à la base? Oui, parce que c'est important de comprendre. Moi-même, je voulais comprendre, qu'est-ce qui balise, qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'une organisation est une secte ou non, parce que même les propres sectes elles-mêmes se défendent de ça. Est-ce que les distordus sont une secte? Peut-être. Vous le verrez en fait après ce que je vais vous dire. Vous en déciderez. Une secte typique possède un leader charismatique et irresponsable. Bon, déjà là, ça nous exclut. Nous, on est très responsables. Exactement. Qui persuade par la coercition et exploite ses membres économiquement, sexuellement ou d'une autre manière. Donc, il y a toujours de l'exploitation à quelque part. La question, qu'est-ce qui fait qu'un groupe est une secte? Certains disent que le mot culte ou secte est une étiquette péjorative utilisée pour discriminer
les nouveaux mouvements religieux. Souvent, pour se défendre, ils ont tendance à... Oui, à utiliser cet argument-là. Oui, exact. Mais historiquement, les sectes ont toujours fait partie du paysage et continuent de faire partie du monde aujourd'hui. Le mot secte peut être largement défini comme la vénération religieuse formelle ou un système de croyances religieuses et son corps d'adhérents. Ou ça peut être aussi une religion considérée comme un peu orthodoxe ou fallacieuse. Ça peut être aussi une grande dévotion à une personne ou à une idée, ainsi que en tant que personne unie par dévotion ou allégeance à un mouvement ou à une figure artistique ou intellectuelle. Mais quand on lit cette définition-là, on dirait que ça peut inclure potentiellement tous les fans de Star Wars ou même de Maroon 5. Je suis peut-être plus Star Wars que Maroon 5. Je sais, j'ai fait exprès pour mettre Maroon 5. Émile, c'est un grand fan. Je rigole. Le psychiatre Robert J. Lifton, qui a enseigné à la Harvard Medical School, a justement écrit un article au début des années 80 où lui, il explique 3 caractéristiques les plus communes qui sont partagées par les sectes qui sont destructrices. De un, comme je vous disais, ils font un leader charismatique qui devient de plus en plus un objet d'adhération au fil du temps, car les principes généraux qui ont pu à l'origine soutenir le groupe perdent leur pouvoir. C'est un leader vivant qui n'a aucune responsabilité significative et devient l'élément le plus déterminant du groupe et sa source de pouvoir et d'autorité. Puis ça fait du sens avec NXIVM et même DOS, la sous-division, parce qu'à la base, il fait rentrer ces femmes-là en leur disant que c'est une thérapie spéciale pour les faire devenir encore plus fortes, plus empowered. Mais plus le temps avance, plus l'objectif initial se tasse, puis elles deviennent des esclaves, autant pour des tâches que sexuelles. Donc, ça cadre bien avec ce que Keith fait. 2, il faut aussi un processus d'endoctrinement ou d'éducation qui est utilisé, qui peut être vu comme une persuasion coercitive ou une réforme de la pensée, communément appelée le lavage de cerveau. L'aboutissement de ce processus peut être vu par les membres du groupe faisant souvent des choses qui ne sont pas dans leurs propres intérêts, mais toujours dans le meilleur intérêt du groupe et de son chef. Encore une fois, on peut ramener aux pratiques sexuelles, à tout ça, ça cadre. 3, exploitation économique, sexuelle et autres des membres du groupe par le chef et les autres dirigeants. Donc, la destructivité des groupes appelés sectes varie selon le degré, allant des violations du travail, de la maltraitance des enfants, de la négligence médicale, aux appels dans certaines situations extrêmes et isolées, à la violence ou au suicide de masse. On en a déjà vu là, des sectes qui se tuent tous ensemble. Là, on en a une c'est souvent l'exemple qu'on a des sectes. On pense à la secte de Jim Jones ou encore à Rock Terrio ou même à Charles Manson d'une certaine façon. Oui, il n'y avait pas au Québec l'ordre des Templiers solaires ou... Oui, je crois que c'était québécois, mais c'était suisse aussi. C'était une branche, me semble. Et oui, Luc Jouret et compagnie, là, ils ont commis un suicide collectif dans les années 90. Ah oui, il y avait plein une histoire tragique. Là. Ah, vraiment, puis il y avait des hauts dirigeants, je me souviens, ça avait quand même marqué le Québec, cette histoire-là. Les Raéliens aussi ont beaucoup marqué le Québec. On a une historique quand même de sectes assez importante au Québec et au Canada. Oui, non, c'est vrai. Certains groupes qui étaient autrefois considérés comme des sectes ont évolué historiquement pour devenir généralement considérés comme des religions. Le pouvoir est passé d'un seul chef à un gouvernement d'église, par exemple, plus large, et ces groupes ont cessé d'être perçus comme simplement être dictés par la personnalité et définis par un seul individu, parce que ça aussi, ça fait la différence. Par exemple, le spécialiste nous expliquait, il donnait l'exemple des adventistes du 7e jour, qui sont présents aussi à Montréal, qui sont devenus une religion. Et même l'Église des Mormons qui a été fondée par Joseph Smith, à la base, les Mormons, c'était une secte. Et avant de devenir une religion. Oui, donc on voit que les choses peuvent évoluer, mais encore, ce qu'on a en tête quand on parle d'une secte, on dirait qu'à la base, c'est péjoratif. Ah ben, puis ça alors que ouais, c'est ça. Mais j'ose croire qu'il y a des sectes qui, même s'il y a une forme d'endoctrinement, ne vont pas aussi loin que toutes celles-là. Ah ben oui, non, ça c'est évident. On revient à notre histoire. L'organisation est en train de s'effondrer suite à la parution de l'article du New York Times, parce que là, ça chauffe. Là. Oui. La pression mise par l'article force le FBI à prendre l'affaire au sérieux et recueille de nombreuses nouvelles plaintes. Suite à l'enquête, vers la fin de l'année 2017, le FBI émet enfin un mandat d'arrestation contre le fondateur de NXIVM, Keith Raniere.
Cependant, il est introuvable depuis la mi-octobre. Le FBI met par contre plusieurs membres haut placés de l'organisation sous surveillance, dont Lauren Salzman. Étrangement, au mois de mars 2018, elle se rend au Mexique dans une villa de Puerto Vallarta. Il n'en fallait pas plus pour que le FBI alerte les autorités mexicaines et la mette sous surveillance. C'est ainsi que le 27 mars 2018, les policiers font une descente pour arrêter Keith Raniere dans cette petite villa. Voyant les policiers débarquer et tirer des coups de feu avec leurs mitraillettes, Lauren aide Keith à se cacher dans une armoire. Pendant qu'elle fait ça, elle voit par la fenêtre d'autres femmes se faire arrêter. En fait, c'est qu'avant que la descente ne survienne, une cérémonie de réengagement avec certaines femmes se préparait afin de prouver à nouveau leur loyauté envers Raniere et le NXIVM. Donc, je présume qu'il sentait la soupe chaude, puis il voulait s'assurer que ces fidèles qui sont les plus dévoués soient encore plus dédiés à lui. Là. Oui. Ça m'a jeté à terre, comme on dit, qui veulent faire un réengagement, une cérémonie de réengagement malgré tout ce qui a été dit, qui a été su. Sur le... Puis même ces femmes-là ont subi les sévices. Là. Elles étaient déjà des membres de DOS. Là. Donc, tu vois que le pouvoir sur l'endoctrinement est très, très fort, très fort dans son cas. Heureusement, cette cérémonie n'a pas eu lieu et le FBI arrête et inculpe Keith Raniere et l'accuse du même coup de trafic sexuel, de complot pour trafic sexuel, de racket et de complot en vue de commettre des travaux forcés. Une fois ramené aux États-Unis, une suite d'événements et de révélations surprenantes sur des membres de l'organisation secrète déboule. Et là, vous allez voir, c'est pas chic. Le 28 mars, le lendemain de son arrestation, les médias commencent à spéculer sur les autres personnes impliquées dans les activités criminelles présumées du NXIVM et l'une de ces personnes est Kristen Crook, qui est actrice dans Smallville et que celle-ci là, aurait recruté des femmes dans la secte, mais qu'elle aurait quitté l'organisation il y a quelques années en 2013. Donc elle aurait agi en tant que recruteuse. Oui. Recruteuse. Puis justement, ce qui est étrange, c'est que je trouve ça étrange qu'on l'a accusée parce que par la suite, on a su que DOS a été fondé en 2015. Donc, c'est vrai qu'elle, parce qu'elle dit qu'elle n'a rien à voir avec la secte, c'est vrai, en fait, par rapport à ça. Mais c'était le premier nom grand public qui est sorti une fois l'arrestation de Keith. Par contre, elle dément ces allégations et affirme que pendant qu'elle a suivi des cours au NXIVM, elle n'a jamais été impliquée dans aucune secte secrète. Là. Quelques semaines plus tard, le 20 avril, c'est une autre actrice de Smallville, Allison Mack, qui, elle, est arrêtée et accusée de trafic sexuel et de travaux forcés. On y apprend que Mack était l'une des principales membres d'un programme très organisé conçu pour fournir des relations sexuelles à Raniere. Elle a même affamé les femmes jusqu'à ce qu'elles correspondent à l'idéal sexuel féminin de son co-accusé. Ben oui. Donc, elle aussi, Allison Mack, qui est quand même une actrice connue. Là. Oui, qui est quand même connue, qui avait un gros rôle dans Smallville, entre autres, qui avait une personnalité, une vie en tant que telle. Oui, c'est ça. Une bonne vie professionnelle. Une bonne vie, oui, c'est ça. Ben oui, puis elle était impliquée là-dedans. On va y revenir un petit peu plus tard. Elle était le bras droit, en fait, de Raniere et avait régulièrement des relations sexuelles avec lui. Elle a été libérée en échange d'une caution de 5 millions de dollars. C'est beaucoup, hein, la caution. Moi, m'a surpris, le 5 millions, mais c'est ça, c'était son bras droit. C'est ce qu'on a su, parce que toutes ces infos-là, là, personne ne le savait avant. Tout a déboulé à l'arrestation, puis là, quand le FBI s'est mis à enquêter, tout est sorti. Mais sinon, je trouve qu'ils ont bien, ils ont bien fait leur travail de secret, les sectes, pour qu'il n'y ait pas d'infos tant que ça qui sortent de ces gens-là connus. Quelques jours après son arrestation, une vidéo émerge de Allison Mack faisant l'éloge de son expérience de travail pour JNS, le groupe d'empowerment des femmes affiliées à NXIVM dont on vous a parlé plus tôt. Là. Et elle dit que c'est la chose la plus gratifiante qu'elle ait jamais faite. Oui. Mais là, elle passe sous silence les sévices physiques et sexuels qui sont appliqués dans le groupe. Là. Ben oui, exact. Puis cette vidéo-là, elle a été faite, si vous googlez, là, vous pouvez tomber dessus. Là, je l'ai écoutée, c'est une vidéo de 6-7 minutes. Et ça semble, par l'année, en fait, ça semble avoir été fait un peu avant la création de DOS.
Mais tu vois que G-Nest, c'était comme un peu, pas l'origine, là, mais la graine, parce que c'était, contrairement à Nexium qui s'adressait aux hommes et aux femmes, G-Nest, c'était vraiment pour les femmes seulement. Et Allison est devenue très, très haute placée aussi dans cette organisation-là. C'est comme ça aussi qu'elle a fait son chemin pour devenir le bras droit de Keith. Le 30 mai, Allison Mack affirme que c'est elle qui a initié le fameux rituel de marquage et de jeûne imposé aux femmes. Oui, ça aussi, tu sais, comme c'est drôle parce qu'elle, au fil du temps, au fil des arrestations, on dirait, je ne sais pas si c'est la culpabilité qui la faisait parler, mais elle a avoué que j'en viens pas que c'est une femme, mais pas que c'est mieux que ça avait été un homme, mais ça m'aurait moins surpris que ça avait été Keith Raniere qui aurait, disons, inventé ou du moins imposé le marquage. Mais le fait que ça soit une femme, ça me dérange encore plus. Comment tu peux faire subir ça à d'autres femmes? Tu sais, c'est complètement à l'opposé de la mission de leur organisation, exact. Est de, justement d'autonomiser les femmes, de les rendre plus fortes et tout ça. Et mais de se supporter. C'est ça, mais en plus, je comprends pas. Là, c'est complètement tordu. Le 24 juillet, il y a eu d'autres arrestations surprenantes qui se produisent. L'héritière de Seagram, Claire Bronfman. La famille Bronfman, c'est une des familles les plus riches canadiennes, canadiennes entre autres. Et la cofondatrice de Nexium, Nancy Salzman, sa fille Lauren et l'ancienne comptable Cathy Russell sont arrêtés et accusés de complot pour racket. Les procureurs allèguent que les 4 accusés ont recruté elles aussi des partenaires sexuels pour Raniere et ont utilisé le harcèlement, la coercition et des sévices abusifs pour intimider et attaquer les femmes aussi. Donc, c'est toutes des femmes qui embarquaient des femmes pour faire subir des sévices à d'autres femmes. Tout ça pour la volonté de leur gourou. Oui, elles étaient tous endoctrinées. Puis on va y revenir un peu plus loin, là, mais en cours, elles se sont quand même toutes excusées. Ça pardonne pas le geste, là, mais quand même, tu sais, je pense qu'elles se sont rendues compte de... On dirait que quand tu es dedans, puis c'est souvent ça, quand on entend des témoignages de gens qui étaient dans des sectes et qu'ils en sortent, quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte de ce que tu fais. Non, c'est ça. Ça se fait tellement progressivement que tu oublies par où tu es passé avant d'arriver de A à B. Oui, exact. Puis on dirait qu'une fois que tu es engagé, ben, c'est difficile de te sortir du chemin, en fait. Le 13 mars, Nancy Salzman plaide coupable en avouant qu'elle a suivi et surveillé les femmes au sein de Nexium. Elle les surveillait, elle s'assurait en fait qu'il n'y a pas de taupe. C'était un peu la garde de tout ça pour s'assurer que l'organisation reste complètement secrète. Et elle a quand même été la première personne à plaider coupable dans toute cette histoire-là. Le 13 mars 2019. Le 14 mars, le lendemain, là, c'est au tour de Raniere qui est accusé d'une autre accusation supplémentaire qui s'est ajoutée à son dossier de pornographie juvénile. Les procureurs ont affirmé qu'il y a eu des relations sexuelles avec une fille de 15 ans qui est devenue une de ses premières esclaves sexuelles et qu'il a dégueulasse. Et qu'il a documenté les rencontres avec elle. Il a même été également accusé de pornographie juvénile de 2005 à 2018. Donc, selon moi, c'était pas la seule non plus, là. Puis tout le matériel de jeune fille. Mais pourtant, ça avait pas l'air d'être son habitude. Dans le sens, je l'excuse pas en disant ça, là, mais la plupart des autres femmes avaient entre 30 et 40 ans, quand même, ou entre 20 et 40 ans. Généralement, dans les femmes qui recrutaient pour cette division-là, mais... J'imagine qu'il y en avait marre, en fait. Il était rendu à autre chose. Quand tu peux tout avoir, puis tu as des gens qui te recrutent tout et n'importe quoi pour assouvir tes besoins, tu commences à avoir des goûts weird, puis tu commences à avoir les moyens d'assouvir tes goûts weird. Oui, non, exact. Puis même, je me disais, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'ils faisaient maigrir les femmes? Parce que quand tu es plus mince, tu ressembles peut-être plus à une ado. Mais ça, c'est ma théorie, là, mais bref. Le 2 avril, Lauren Salzman, celle qui a recruté Sarah, admet qu'elle a réduit elle aussi en esclavage, elle est accusée particulièrement qu'elle a réduit en esclavage une femme pendant 2 ans. 2 ans qu'elle la gardait sous son contrôle, et elle plaide aussi coupable 2 semaines après que sa mère l'ait fait aussi, là, Susan. Tu sais, comment tu peux avoir une fille, tu sais, parce que c'est mère et fille, tout ça? Oui. Puis traiter d'autres femmes comme ça, j'en reviens pas. C'est incroyable, là. Puis tu sais, tu les verrais dans la rue, là, tu sais, ça a l'air de du monde normal,
mal. Ben oui, c'est des hauts placés même. Oui. Tu les vois dans les balles de charité, Oui, dans les ouvertures d'exposition, ces choses-là. C'est la haute société. Oui, puis qui font subir en arrière. Ah non, moi, j'arrive pas à comprendre. Finalement, Alison Mack a plaidé elle aussi coupable, parce qu'au départ, elle plaidait non coupable à des accusations de racket et de complot. Claire Bronfman, qui est une héritière de la fortune là, de Seagram, elle, en fait, son implication, à part aider à recruter des femmes, elle a financé régulièrement Nexium. En fait, elle a fait plusieurs prêts de plusieurs millions de dollars et autre chose là, qui s'en vient aussi. Il y a Cathy Russell, la comptable. Elle aussi, elle a plaidé coupable. Mais ça, on dirait qu'au départ, pas que j'y croyais pas, mais je trouvais ça weird que la comptable soit aussi impliquée là-dedans. Mais avec les preuves qu'ils ont, elle était aussi coupable. Mais il faut savoir que Claire et Sarah Bronfman, les sœurs Bronfman, sont soupçonnées aussi d'avoir, écoutez ça, dépensé plus de 100 millions de dollars pour soutenir les mauvais investissements de Keith Raniere dans le marché des matières premières. Ils ont épongé ses dettes personnelles. Ils ont payé les avocats qui ont piloté une multitude de poursuites là, contre les ennemis présumés de l'organisation. Parce qu'il y a toujours eu, malgré tout, là, il y a eu toujours eu toutes sortes de poursuites. Mais ces femmes-là, encore une fois, endoctrinées par Nexium, par Keith, 100 millions. Ben non. 100 millions, Émile. Oui. c'est fou, je comprends qu'ils sont milliardaires, là, mais le père, moi je pense tant au père, là, puis tu sais, les autres membres de la famille, là, ils doivent, tu sais, ils ont dû... s'arracher les cheveux. Hey, c'est incroyable. Se retourner dans leur cercueil, dans le cas des plus vieux. Oui, c'est ça, oui. Elles ont aussi... Ah oui, ça c'est fou, là, en plus c'est une histoire made in Québec. Elles ont aussi fait appel à l'entreprise Canapprobe, qui est une petite agence de détectives privés de Mascouche. Mascouche, c'est une petite ville qui est située dans le nord de Montréal, si on veut, à peu près, là, dans le 450, qui a récolté, cette entreprise-là de détectives privés, elle a récolté une quantité de renseignements confidentiels sur des juges, des élus et des journalistes new-yorkais pour tenter de les faire chanter. Puis c'est la famille Bronfman qu'ils ont, les sœurs, en fait, pas toute la famille, qu'ils ont engagé pour essayer de faire taire l'affaire ou d'essayer de faire chanter les gens. Puis même, je lisais que ces femmes-là, tu sais, ils n'ont jamais eu de problème d'argent, là, depuis qu'elles sont nées. Là. Puis je suis sûr que dans leur vie, tous leurs problèmes ont pu se régler par l'argent. Puis elles avaient l'impression que l'argent allait les sauver, dans ce cas-ci, en essayant d'acheter les autorités. Mais finalement, oui, les journalistes même. Oui, les journalistes et tout ça, finalement, je suis content d'entendre qu'il y a encore de l'éthique ou de lire qu'il y a encore de l'éthique aujourd'hui. Ça n'a pas fonctionné. Ces renseignements-là ont été découverts dans une boîte lors d'une perquisition du FBI au domicile de la présidente de Nexium, Nancy Salzman, en mars 2018, là, au même moment où le FBI a arrêté Keith Raniere. En parlant de Keith, son procès débuta le 16 avril 2019. Suite à ça, le 19 juin 2019, il a été reconnu coupable, notamment de trafic sexuel, de complot en vue de commettre des travaux forcés, de blanchiment d'argent, de vol d'identité, d'entrave à la justice, de fraude en matière de visa. Bref, avec tout ça, il a encore une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de 15 ans. Il peut même avoir la perpétuité qui est possible. Il était supposé recevoir sa sentence le 17 janvier 2020, mais la décision a été ajournée à une date indéterminée. Donc, pour le moment, on n'a pas sa sentence, mais il est coupable de tous ces chefs-là. Et on va vous tenir au courant, évidemment. Oui. Durant le procès, on a même appris qu'il avait comme plan de se cacher à Montréal avec l'aide des sœurs Bronfman, justement. Son avocat a répliqué que son départ au Mexique n'avait rien d'une fuite. Ben non. Oui, c'est ça. Et que le but n'était pas de voyager en direction sud vers le Mexique, mais en direction nord vers le Canada. La mère de l'enfant de Keith Raniere serait mexicaine et son visa de séjour aux États-Unis était expiré et elle devait quitter le pays. Voulant demeurer près de sa maison et de son entreprise, Raniere et la mère de son enfant ont loué un Airbnb au Canada, plus particulièrement à Montréal, pour que la famille y vive pendant qu'il réglait les enjeux d'immigration de sa femme. Seul problème, en octobre 2018, le mois où l'article du New York Times est sorti, lorsqu'ils ont essayé de passer la frontière au poste douanier du Québec, l'agence des services frontaliers du Canada a refusé de les laisser entrer et ils ont donc dû prendre un vol rapidement vers le Mexique pour éviter que la mère ne se retrouve en situation illégale. Puis c'est bizarre, ils ont essayé de savoir la raison pour laquelle les douaniers ont refusé, puis il y a une interdiction de dévoiler ça en cours.
OK. Fait qu'on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas... lorsqu'il a tenté de se sauver, parce que de ce que je lisais, c'était peut-être même quelques jours avant que l'article sorte, comme s'il avait été au courant qu'il allait avoir un article. Il y avait quelques jours de décalage, donc il n'y avait pas de mandat d'arrêt, de ce que je comprends, contre lui, parce que sinon, s'il y avait eu un mandat d'arrêt, il l'aurait pogné aux douanes, dans le sens que les douanes québécoises auraient alerté le FBI. Il n'aurait pas eu le temps de se rendre au Mexique, mais tout ça s'est fait un peu incognito. Fait que c'est étrange, la raison du refus aux douanes québécoises, canadiennes, pardon. Ouais. Ouais. On n'est pas un pays. Non, je ne vais pas repartir le débat. Mais c'est ça, fait que ça, c'est quand même assez étrange, mais tu vois que... Oui, c'est vrai, là, j'ai lu, c'est vrai qu'il y a une femme mexicaine et tout ça, mais je trouve que l'excuse était quand même assez particulière, puis ça devait pas être public parce que ça a pris du temps au FBI de le retrouver aussi, là. Il a fallu que Lauren aille le voir pour qu'il y ait une piste, parce que sinon, il savait pas qu'il était là. Donc, il y a un certain mystère aussi dans tout ça là, qu'il faut. Oui, carrément. On ne sait pas trop encore aussi. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans l'organisation même du DOS, là, l'espèce de sous-culte là, à l'intérieur du Noxam. Puis on ignore encore qu'est-ce qui se passait vraiment là, à porte fermée derrière tout ça. Chose certaine, c'est pas très beau. Hein. On vous a parlé un peu de Epstein en début de saison 6. Pas plus qu'un peu. Là, on a fait un épisode. On a fait un épisode complet. Et on parlait à ce moment-là aussi de R. Kelly. Ça me fait penser un peu, encore une fois, à ce type de situation-là. C'est sûr que c'était une organisation qui visait justement la mise en valeur de soi, le développement personnel, tout ça. Et puis les sous-catégories, justement, étaient plus axées vers les femmes. Mais j'ai de la misère à comprendre, est-ce que tout ça n'était qu'un prétexte pour Keith Raniere à assouvir ses sévices sexuels? C'est sûr que oui. Puis aussi, lui, en tant que personne, à quel moment est-ce qu'il a flippé lui aussi? Parce qu'il devenait, justement, c'était quelqu'un de très intelligent à la base, qui aurait pu facilement... je sais pas comment dire, qui aurait pu facilement assouvir ses besoins sexuels sans passer par là, sans aller vers le trafic. C'est pour ça que je comprends pas ces gens-là, en fait, qui mettent en place des systèmes de recrutement. C'est carrément de la prostitution pour moi. Oui, de la prostitution gratuite, là, si je peux me permettre, là, dans le sens qu'ils payent pas. C'est des gens qui obligent, tu sais. Puis là, oui, c'était des adultes. C'est moins pire en gros guillemets que des enfants, là, puis je mets ça en gros guillemets, là, dans le sens que... et ce qui est étrange, c'est que ces adultes-là, c'est vrai qu'à la base, elles étaient consentantes, les femmes, d'une certaine manière, parce qu'elles restaient là, tu sais, puis quand je dis ça, je n'excuse pas les gestes du tout, là, c'est horrible, mais c'est l'endoctrinement qui fait ça, parce qu'elles étaient convaincues que c'était pour devenir plus fortes, meilleures, en fait. Mais tu sais, il faut quand même soupçonner que c'est des gens qui avaient, j'ose croire, une faible estime de soi. Quand tu as besoin d'aller dans... Puis je ne juge pas les gens qui veulent aller dans des séminaires de développement personnel, mais quand tu as besoin d'aller dans des séminaires comme ça, ou même y rester accroché, là, pas juste y aller une fin de semaine, là, mais y rester, c'est que tu as un manque de confiance en toi. Là, oui. Et que tu recherches des outils pour t'aider à ça. Mais c'est pour ça que d'exploiter ces personnes-là, c'est la pire bassesse. C'est sûr qu'en allant là, tu veux aller chercher des outils, tout ça pour t'améliorer, mais tu ne sais pas au départ. Quand tu t'inscris à ton premier cours au Nexium, on ne te dit pas hey, en passant, on va faire une cérémonie, on va te marquer, puis tu vas devoir coucher avec le boss à tous les jours. C'est que ça se fait tellement par progression, puis par manière de manipulation, que justement, on en disait quelques mots tout à l'heure, je suis convaincu que ces victimes-là n'auraient jamais cru se rendre aussi loin. T'sais. Ah non, c'est sûr que non. Puis ça, je pensais même pas qu'ils étaient victimes. Je veux dire, ils s'embarquaient dans une organisation qui était vue comme positive, selon elle. Oui, exactement, mais que ça l'a amené à un résultat. Mais je dois avouer que j'admire Sarah, qu'elle, rapidement, elle s'est tout de suite, elle a trouvé ça pas normal. Rapidement, là, après quelques jours, elle a dénoncé. Dites-vous qu'elle s'est fait recruter dans l'organisation secrète en mars. Elle a eu son initiation en mars, plutôt elle a été recrutée en janvier, en mars, puis en mai elle quittait, et en juillet elle portait la plainte au FBI. Donc ça a été quand même assez vite, puis en mai aussi, en même temps, Mark portait plainte aussi au FBI. Donc c'est tout ça a déboulé très très vite, entre autres grâce à Sarah,
Parce que si elle n'avait pas fait ce premier geste-là, si elle n'avait pas... ben oui, là, c'est poursuite contre tout le niveau médical n'a pas fonctionné, mais c'est aussi grâce à elle qu'elle est allée voir la journaliste du New York Times pour faire éclater ça. C'est ça qui est fou, hein? C'est que maintenant, on dit, ben pas maintenant, là, mais dans certaines situations, pour faire avancer les autorités ou shaker le pommier, comme on dit, il faut que ça passe dans les médias. Ben oui. Les médias ont souvent ils ont souvent un très gros pouvoir et ça, on peut les critiquer, mais dans des contextes comme ça, ils ont tellement leur place pour amener, pour dénoncer ce genre de situation-là, puis sortir ces pauvres femmes-là du trouble, là, parce que, tu sais, Nexium, comme on vous le disait, là, ça coûtait 25 000 $ par jour. Là. Pas la SEC de DOS, ça, on n'a pas eu de mention d'argent. D'après moi, ça ne coûtait pas d'argent en tant que tel, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tous des gens moyens qui participaient à ces séminaires-là. Tu sais, c'était pas... Ben oui, des gens supposément intelligents. Oui, mais c'est ça, c'était pas du pauvre monde, comme souvent Epstein pouvait recruter des filles dans des milieux défavorisés ou des choses comme ça. Tu sais, c'était des gens établis. Puis moi, c'est ça que je trouve ça encore plus dur à comprendre que des gens établis. Mais, tu sais, dans la vie, être établi, ça veut pas dire que tu as confiance en toi. Ben non, puis je veux dire, être intelligent, ça veut pas dire que tu vas prendre des bonnes décisions. Ben non, exactement. Yeah, ben toute une histoire, oui, mon cher Seb. Ben oui, ça a été quelque chose, se plonger là-dedans. On vous suggère, entre autres, il y a un autre podcast qui a été fait là-dessus, qui est Uncovered Nexium, qui a été produit par la CBC, je crois, si je me rappelle bien. Je pense que oui. Que je vous suggère fortement. Sinon, il y a une tonne d'articles aussi qui ont été publiés sur le sujet. Oui, exact. Et même Sarah est supposée de publier un livre sous peu, ou peut-être qui vient de sortir, là, mais Sarah Manson, sur toute elle, son parcours. Oui, j'aurais aimé ça, quasiment le lire avant, mais il était comme pas disponible. Mais elle explique vraiment son parcours de A à Z. Comme je vous dis, elle a passé 12 ans dans l'organisation, mais seulement quelques semaines, en fait, dans l'organisation secrète, le DOS. Oui. Donc, on vous remercie, chers distordus. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire-là. Avez-vous, personnellement, des expériences avec les sectes ou avec même des groupes pyramidales ou des choses comme ça? On serait curieux de vous entendre. Laissez-nous le savoir. On est facile à rejoindre. Vous pouvez le faire sur Instagram. On est Distorsion Podcast. Sur Facebook, on est la même chose. Sur Twitter, on est Distorsion Pod. On est sur YouTube aussi et sur Untapped, le réseau social de bière. Bien. Si vous voulez prendre part à la discussion, vous pouvez le faire sur notre groupe privé sur Facebook. Oui. Vous pouvez faire une demande et si vous n'avez pas l'air trop étrange, on va vous accepter. Oui. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, mon cher Émile, pour nous? Certainement. Si vous recherchez l'empowerment, évitez donc de rejoindre une secte. Demandez plutôt un shout-out à Distorsion. C'est gratis. Toujours.